Bonjour, bienvenue, c'est le Culture Mag, votre journal dédié aux arts, spectacles et au lifestyle. D'abord, permettez-moi, au nom de l'équipe du Culture Mag, Sandy Fortis, David Gombin qui va bientôt être papa, Daniel Campos, Odette Grobert, Avery Rosenzweig, Léa Volberg et Leslie Amselev, de vous souhaiter de très belles et de très joyeuses fêtes. Alors, au sommaire, aujourd'hui, on va parler de livres, de beaux livres et de livres terribles. Nous avons sélectionné l'ouvrage photo d'Ambroise Thesnas. Il est titré « Le tourisme de la désolation », des images magnifiques de lieux épouvantables. Nous parlerons donc d'esthétisme de l'horreur avec lui. Horreur et paradoxe, dans ce journal également un focus sur le magazine digital Dar al-Islam, le premier journal en ligne du mouvement islamiste Daesh, un journal en français qui appelle les musulmans de France à s'installer dans le califat. Et puis pour changer de registre, nous irons chez les Américains voir le nouveau phénomène littéraire Anna Todd. Elle a écrit sur internet une série titrée After qui a été téléchargée 1 milliard de fois. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous sur i24 News. Un nouveau magazine vient de sortir en français, un magazine en ligne titré Dar al-Islam. C'est un journal de 15 pages, une revue militante destinée aux musulmans francophones. Dar al-Islam fait l'apologie de l'État islamique. Il exhorte les Français à quitter la France pour rejoindre le califat. Ce magazine, que l'on peut avoir sur Internet, est produit et financé par une agence de communication. Au sommaire, on y trouve donc un sujet sur le la croyance en le dogme unique, et puis on peut y lire également une enquête sur l'or et l'argent, la monnaie irréductible de l'État islamique. Dar al-Islam est une version light du magazine anglophone Dabiq. Voilà, on va passer maintenant au beau livre. Enfin, beau livre, le terme est un peu ambigu. Nous sommes en ligne avec le photographe français Ambroise Thesnas. Bonjour, merci beaucoup Ambroise de nous accorder un peu de votre temps. J'ai cru comprendre que vous étiez en vacances à la montagne en France. Pas à la montagne, non, dans la campagne française, oui, pour les vacances. Alors Ambroise, vous sortez un très beau livre et en même temps un livre terrible, un livre de photos titré « Le tourisme de la désolation ». On va expliquer un petit peu de quoi il s'agit, mais comment vous est venue l'idée d'aller prendre des photos de gens qui eux-mêmes prenaient des photos de lieux absolument dramatiques ? Écoutez, très précisément, en fait, le début de ce travail est lié au tsunami qui a eu lieu en Asie en 2004. Moi, j'étais à l'époque au Sri Lanka en vacances, donc un peu à la même période, hein, puisque c'était aussi en fin d'année, donc en vacances là-bas, et j'ai donc assisté à ce dramatique fait, et donc aux côtes ravagées sri-lankaises. Et je vais passer une semaine à cet endroit-là, donc où j'ai évidemment arrêté par définition mes vacances pour troquer l'habit plutôt du reporter, donc repris mon appareil pour essayer de voir, de témoigner de ce qui se passait à un endroit assez précis où un train avait été balayé par les flots, causant la mort de plus de 2000 personnes, à un endroit très particulier sur la côte du Sri Lanka. Voilà. Et revenu à Paris, en fait, si vous voulez, quelques années plus tard, je suis tombé sur un article qui disait que les touristes venaient à cet endroit-là pour s'y faire photographier. Oui, parce que la fascination qu'engendre la mort, c'est pas nouveau, bien sûr, c'est ce qui fait même le succès de certaines émissions presque comiques aux États-Unis, de certains films, mais photographier la mort ou les traces de la mort en images, ça a donné quoi dans votre livre ? Comment vous avez organisé ces photos-là ? Écoutez, en fait, moi je crois que dans mes travaux, je crois que dans les travaux de beaucoup de photographes qui essaient de monter comme ça des sujets sur du long terme, en fait on se pose une question. Et après, notre médium, en l'occurrence le mien, c'est la photographie, et donc j'ai tenté d'y répondre. Je n'avais pas une idée très précise de comment j'allais travailler sur ce sujet. J'ai commencé tout simplement en allant au tout début en fait à Tchernobyl. Après, c'est de m'être posé donc la question de ce Sri Lanka. Et puis en fait, je crois que pour un travail, c'est important de savoir où on commence et pas forcément de savoir où on va. Et donc petit à petit, j'ai continué mon enquête. Alors justement, on va en parler donc dans ce livre magnifique, terrible. Hein, vous montrez ces images de touristes qui se promènent. Par exemple, on va prendre le Cambodge. Pendant que vous parlez, on en voit des images. Le Cambodge, des atrocités terribles, des millions de gens qui sont morts là-bas. Qu'est-ce que vous avez voulu saisir de cet horrible massacre ? Encore une fois, je crois que ce qui m'a intéressé
aussi là-dedans, si vous voulez, c'est que finalement, donc au Cambodge, le génocide cambodgien fait suite à d'autres génocides. Et à des génocides plus récents encore. Et cette scénographie des génocides, alors je sais que le mot est assez terrible, mais finalement elle est intéressante, entre guillemets, à observer, ou en tout cas il est intéressant de se questionner là-dessus. Si vous voulez, c'est vrai qu'au tout début, je suis parti, c'est important de le dire, des travaux d'un professeur qui s'appelle le professeur Lennon, qui est un professeur anglais, qui lui est un peu le père du dark tourism. Oui, c'est l'esthétisme de l'horreur, d'une certaine façon. Oui, c'est ça, une façon finalement de la mettre en scène avec toujours l'idée de cette valeur historique quand même, c'est-à-dire de ce tourisme, cette limite en fait entre le tourisme de la mémoire et le tourisme sombre, le tourisme macabre. Alors on sait hélas, on a des exemples dans l'histoire qui ne sont pas toujours évidents, mais pourtant vos images sont extrêmement belles. Votre livre est absolument magnifique. On a vu par exemple des photos de ce que vous avez saisi au Rwanda. Là, pareil que pour le Cambodge, comment vous arrivez à, je sais pas, à vous distancer par rapport à ces morts, à la mort qui rôde dans vos images? Il était très important, et je pense pour un photographe c'est fondamental, c'est la question de la distance. Et pour moi, en abordant un sujet aussi lourd, il était très important que j'ai un protocole de travail, une façon de travailler, une distance qui fait, et c'était vraiment le but pour moi, l'idée pour moi n'est pas de pointer du doigt, c'est plutôt de se questionner sur cette fascination que nous avons pour la mort, la fascination qu'ont les humains pour faire le mal et pour finalement... avoir envie de s'en rapprocher. Est-ce que c'est une façon de se sentir plus vivant? Et alors, au Rwanda, pareil qu'au Cambodge, il était important pour moi de trouver cette distance juste, c'est-à-dire de donner à voir ce qui est montré sans forcément être dénoncé, si vous voulez. Ambroise Thézenaz, donc on revient sur votre livre, le tourisme de la désolation. Vous avez bien évidemment été à Auschwitz, on ne va pas en parler, je ne suis pas sûre qu'il faille faire de l'esthétisme sur un lieu pareil, mais vous avez été également en Chine après un tremblement de terre, vous êtes parti également sur les traces de l'assassinat de Kennedy. Donc vraiment, j'ai le sentiment que vous avez traqué la mort pour la sublimer. Une dernière question, je voudrais qu'on vienne sur le Liban. Vous avez photographié donc les traces du Hezbollah au Liban Sud. Où est-ce que vous avez mis la ligne entre images de guerre, images de reportage et dans le fond, belle image? Et ce sera ma dernière question. Écoutez, le Liban, c'était intéressant de voir. D'abord, je voulais faire un tour d'horizon qui soit relativement mondial. Je tiens à préciser que sur le Auschwitz, ce n'est pas un chapitre de mon livre, c'est en fait une introduction. Et qu'en lisant les travaux du professeur Lennon, on comprend que c'est un peu la base de cette histoire, c'est-à-dire le plus jamais ça et finalement. En ce qui concerne le lieu au Liban, c'est un lieu que j'ai trouvé finalement un peu par hasard et qui m'a interrogé, puisque vraiment mon travail, on part de 1945 et on essaie de faire un peu une espèce d'état des lieux de la deuxième partie du XXe siècle, et le Liban, c'est-à-dire cette armée secrète par excellence, qui finalement se rend compte que tout le monde fait un peu, ouvre ses portes pour une idée de propagande, et c'est un des sujets aussi de mon livre, c'est pourquoi un lieu plutôt qu'un autre. Et ce lieu au Liban était terrible, c'est-à-dire un lieu finalement où le Hezbollah décide de montrer ses couloirs avec une mise en scène absolument incroyable et très onéreuse, où ils mettent en scène comme ça les armes pris à l'ennemi sioniste. Voilà. Encore une fois, moi ce que j'espère, vous dites beau livre, moi ce que j'espère, je ne considère pas ce livre vraiment comme une monographie, comme si c'était moi qui avais vu ce sujet. J'aimerais naïvement, et je crois que c'est naïvement l'idée des photographes, de faire partager leurs propres inquiétudes ou leurs propres questionnements. Et j'aimerais que ça permette de se questionner sur cette problématique. Merci beaucoup Ambroise Thézenaz. Donc je rappelle le titre de votre livre, Le tourisme de la désolation, qui vient d'être traduit d'ailleurs en anglais sous le titre I Was There aux éditions Dewey Lewis. Merci beaucoup et c'est un très beau livre, hélas. Enfin pas hélas, mais malgré tout on va dire. Merci à vous. Voilà, c'est une interview avec ce photographe, Ambroise Thézenaz, qui a été enregistrée avant ce journal. Vous allez rester avec nous, mais oui, parce que dans quelques instants, vous saurez absolument tout sur After. C'est un nouveau phénomène littéraire. On le doit à une jeune femme de 25 ans qui s'appelle Anna Todd, une jeune américaine. En attendant, voici de l'art contemporain en majesté, une exposition à ne pas rater si vous êtes en Israël, si vous êtes à Tel Aviv. C'est le highlight du jour et il est signé David Gombin.
Yigal Aouvi est un fringant homme d'affaires israélien très réputé dans son pays pour sa fortune et sa vie privée. Mais il est surtout un amateur d'art passionné et sa collection inestimable est l'une des plus belles et des plus fournies de la région. Une collection d'art contemporain si riche, si importante, si variée que pour en exposer ses plus belles pièces, il a fallu la diviser en 12 expositions différentes. Melting Wall est la troisième de la liste. Sur la thématique des lignes et des murs, on y admire des Picasso, Diane Arbus, Doug Etken ou encore Olafur Eliasson, Sol Levitt, Kandinsky. Quelques exemples pris parmi les incroyables chefs-d'œuvre que cet homme d'affaires a accumulés. Des trésors d'art contemporain réunis dans un seul lieu. Actualité oblige, vous pourrez aussi voir la capitale nord-coréenne dans l'œil du photographe Andreas Gursky, titré Pyongyang 3. Gursky est l'un des photographes les plus chers au monde. Retrouvez ces joyaux de l'art à la galerie de l'université de Tel Aviv. Une exposition extraordinaire. Vous faites peut-être partie du milliard d'internautes qui a téléchargé la série After, écrite par la jeune Anna Todd. After, ce n'est pas une série télé, c'est ce qu'on appelle une fan-fiction, des petites histoires postées chaque jour sur Internet, sur un site dédié, et puis qui ont commencé à faire le buzz, et puis encore un plus gros buzz, et encore un buzz inimaginable, exactement comme 50 nuances de grès. Eh bien, After a été téléchargé 1 milliard de fois, alors c'est devenu un livre aux États-Unis, un livre qui a été acheté dans 26 pays, dont la France. After d'Anna Todd sortira donc début janvier aux éditions Hugo et compagnie. La Paramount vient d'en acheter les droits pour le cinéma. Anna Todd a 25 ans, elle vit au Texas avec son mari et elle partage son temps maintenant entre les livres et puis la littérature et puis le cinéma. On va rester aux États-Unis, mais à New York maintenant, parce que pendant les fêtes, il se passe des choses dans la Grosse Pomme. La gare centrale, notamment, propose une exposition à la fois caritative et artistique. Une exposition qui est faite à base de canettes et de boîtes de conserve. L'expo s'appelle Canstruction, petit jeu de mots. C'est le récit de Sandy Fortis. Bienvenue à City Harvest Station, une station de métro entièrement confectionnée en boîte de conserve. En plein cœur de New York, elle accueille chaque année une compétition peu ordinaire, Canstruction, un concours de sculpture en boîte de conserve. Objectif, ouvrir les yeux de la population new-yorkaise. À New York, une famille sur 5 ne mange pas à sa faim. Ce qui est différent ici, c'est que nous interpellons le public de façon subtile, parce que personne n'a envie de se retrouver confronté à la faim et à la détresse des autres. Avec ces sculptures, on le fait en douceur, et c'est très important. Pour cette édition, 27 équipes ont travaillé pendant plus de 300 heures afin de réaliser 27 œuvres impressionnantes, composées en tout de 80 000 boîtes de conserve. Résultat, des pièces exceptionnelles comme ce penseur de Rodin en boîte de thon. On a pensé à ce modèle parce que c'est une icône de la sculpture, mais il est en fait en conserve. Donc on a créé quelque chose de complètement opposé à l'image esthétique qu'à la boîte de conserve en général. Et nous avons donné une touche moderne à cette œuvre d'art célèbre et ancienne. Le grand gagnant du concours, c'est ce toutou géant, surnommé Traque la faim. Il est fait de 2568 boîtes d'haricots, maïs, sardines, saucisses et lait concentré. Nous voulions une œuvre colorée pour 2 raisons. Tout d'abord parce qu'on adore la couleur, mais aussi parce qu'utiliser plusieurs sortes de boîtes de conserve impliquait choisir différentes sortes de nourriture et nous voulions exprimer la diversité. Dès la fin de l'exposition, les boîtes de conserve seront toutes récupérées et redistribuées à la population nécessiteuse de New York. En plus des 80 000 boîtes utilisées pour les sculptures, le public est également invité à déposer des conserves dans un récipient géant. L'association City Harvest espère ainsi récolter plus de 100 000 boîtes de conserve pour nourrir plus d'1 million de New-Yorkais. On va se quitter sur cette dernière information. Le centre Beaubourg à Paris a retiré une œuvre de la grande rétrospective Jeff Koons. C'est un peu l'histoire de David contre Goliath, parce que cette œuvre, intitulée Faits divers, était une copie d'une campagne de pub pour la marque Naf Naf. Souvenez-vous, dans les années 80, Naf Naf inondait les murs parisiens avec des images de femmes et de cochons. Et bien 8 ans plus tard, en 1988 exactement, Jeff Koons réalisait cette fameuse sculpture en porcelaine avec une femme à terre, à côté de laquelle il y avait un cochon. Le propriétaire de l'œuvre a
préféré retirer son œuvre en attendant la suite. Voilà, c'est la fin de ce Culture Mag. On va se retrouver demain à la même heure avec une émission un peu particulière. On vous emmène à l'intérieur d'un musée à Tel Aviv avec un artiste franco-albanais qui s'appelle Henri Sala. En attendant, merci beaucoup. Juste après, c'est l'info qui continue. Merci de votre fidélité.